C'est ma faute. C'est ma faute. J'aurais dû vérifier avant quand j'ai fait cette liste. C'est un petit peu frustrant dans le sens où j'avais fait la liste de 5 choix, soyons sombres, tout ça, surtout parce que j'avais un peu envie de traiter une série totalement sérieuse et qui partait pas trop dans le gag et que je jugerais vraiment sur ce que ça raconte sans être gêné par l'apport de la comédie. Et bien entendu, lorsque j'ai fait le cinquième choix sur les orphelins Baudelaire, je m'attendais pas à ce que la comédie soit prédominante à ce point et que ce soit davantage de la comédie absurde qu'une vraie histoire à prendre au sérieux. À peu de choses près. Parce que sérieusement, avec le ton du truc, le wagon super caricatural pour les amener d'un coin à l'autre, nos enfants qui dès le début ne veulent pas aller se rendre au festival festif où il y a des bonbons et il y a des couleurs, tout ça, mais ils préfèrent s'amuser sur la plage grise parce que c'est leur truc, ce genre de conneries, quoi. Tu vois tout de suite que ça part dans la caricature directe et le ton absurde. Et c'est une série que je vais être obligé de juger en très grande partie sur sa comédie. Et je voulais pas juger une série comme ça, je voulais faire une réac où c'était vraiment carré en termes de récit, quoi. Ce qui est un petit peu saoulant. Mais avant que vous ne pétiez une durite, les fans de cette série, je ne déteste pas. J'apprécie l'humour qu'on me donne, je le trouve largement plus sympathique que pas mal de comédies forcées un peu moisies que je vais me farcir dans pas mal de séries avant. Je ne crache pas là-dessus, c'est juste que je voulais pas dédier une autre série à parler majoritairement de la comédie. Voir s'il n'y a pas moyen d'aller dans le détail sur l'histoire sérieuse, centrale à voir. Et c'est ça le truc, hein. Avant toute chose, j'apprécie l'humour, il y a quelques petits que je pointerai, mais c'est le principe aussi avec cet humour, c'est que c'est clairement ce qui porte le ton du film et ce qui fait que l'histoire au premier plan, j'ai du mal à la prendre ultra au sérieux. Et il me semble me souvenir, alors peut-être que c'est moi hein, qui ai une très mauvaise mémoire, que dans le film que j'ai vu il y a quelque chose comme 10-12 ans maintenant, c'était pas à ce point exacerbé le ton absurde. L'exagération des traits caractéristiques des personnages, il me semblait que c'était un tout petit peu plus posé ça, mais c'est peut-être moi qui me souviens mal, c'est pas impossible. Donc ouais, je peux pas prendre énormément au sérieux l'intrigue. L'intrigue, elle se suit comme ça, mais il n'y a pas de moment fort ou particulièrement joli dans le sens où, étant donné qu'on préfère appuyer davantage le caractère très à part, un peu cocasse de la plupart des personnages mis en avant, ben oui, je vois plus ça comme une comédie où le scénario est à voir au second plan. Et oui, l'humour, ça rattrape bien le coup, mais si vous attendez pas à ce que je sois énormément pris par l'intrigue, si elle est traitée avec ce ton-là, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais l'humour, il est bien, il est bien. Je suis pas niais, hein, j'ai souri à plusieurs moments et j'apprécie le fait que ce soit quand même à un niveau intellectuel un petit peu appuyé, quoi. Hein, ça repose pas sur le fait que nos personnages sont des abrutis finis qui ont des remarques faciles et grossières. C'est tiré d'un bouquin qui est sorti dans les années 80-90, me semble et qui a donc cette atmosphère un peu contemporaine, mais qui garde un côté réfléchi, un peu recherché dans son approche. Ça repose pas sur ah on est con, on fait des andouilles histoire de faire rire la galerie. Ça me plaît, ça. C'est quand même beaucoup plus supportable que d'autres séries que j'ai traitées. Donc, point bonus pour ça, point bonus. Mais bon, maintenant qu'on a traité un petit peu le ton global qui va représenter, j'ai l'impression, la grande majorité de toute cette série, hein, donc là, j'ai critiqué la grosse moitié de ce qu'il y avait à critiquer, techniquement, on va parler un petit peu de l'histoire
et de sa présentation. Avant de commencer, je tiens à préciser, j'espère que ça n'arrivera pas, j'espère que je ferai assez gaffe à la caméra, mais depuis quelques temps, j'ai quelques petits problèmes avec la caméra. Ça a tendance à flouter un petit peu l'image lorsque ça reste focalisé sur ma tête trop longtemps. Et il n'y a pas de problème lorsque je fais des vidéos travaillées où je fais vraiment petit bout par petit bout, mais lorsque je me lance un petit peu dans des diatribes qui peuvent être un peu longues, je ne fais pas trop gaffe et il peut m'arriver de ne pas remarquer que c'est flouté depuis un certain temps. Je vais essayer d'éviter au mieux ces petits impairs-là, mais ça risque d'arriver. Hein, voilà, et le problème technique de ce genre-là, malheureusement, ça coûte un petit peu cher. J'ai essayé de voir si je connais pas quelqu'un qui peut m'arranger la chose, mais c'est un peu particulier parce que ça marche très bien. C'est juste que de temps en temps, si je reste trop longtemps focus sur ma tête, ça se met à flouter. Si vous voyez que ça arrive, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça tombe le moins possible, mais ça peut se produire. Bref, on se lance dans l'histoire qui nous est présentée par un narrateur un peu particulier puisqu'il est présent, il a une présence physique. Patrick Warburton, un acteur à la gueule assez reconnaissable, hein, reconnu pour pas mal de choses. Hein. On a aussi un acteur très reconnu qui jouera un personnage très important aussi. Et j'apprécie. Le ton est assez cool. Déjà, c'est très réminiscent de ce qu'il y avait dans le film, et donc c'est très typique du livre, hein, j'imagine. Narrateur qui vraiment n'hésite pas à commenter tout ce qui se passe et pour appuyer un petit peu le drame de la chose. C'est une histoire triste, nous vous prévenons, ce qui leur arrive est affreux, tout ça, histoire d'appuyer le ton un petit peu humour noir. Il a une bonne présence, il crée un petit décalage dans la narration qui fait son effet, hein, ça fait pas rire aux éclats mais ça fait bien sourire, et il est même un petit peu mystérieux parce que il dit son nom rapidement, et c'est quelqu'un qui dit oui, moi, machin truc, je me suis intéressé au cas des orphelins Baudelaire en mettant l'emphase sur ce qui allait se passer, et donc c'est intéressant, donc ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui a connu l'histoire de loin, puisqu'il dit à un moment donné qu'il a rencontré le comte Olaf. Donc peut-être qu'on le verra apparaître dans ses jeunes années en tant que personnage dans l'histoire centrale. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux personnages, qui relate leur histoire, comme s'il écrivait leur mémoire, comme s'il écrivait leur biographie à un certain degré. Ça donne une patte particulière à la chose, qui avait déjà dans le film, mais le fait d'avoir cette présence en plus, de montrer que c'est quelqu'un qui est impliqué, même s'il a sa petite excentricité dans son jeu d'acteur, une fois de plus, un peu la Terry Pratchett, c'est très intéressant. Ça offre une ambiance particulière à la narration qui me plaît bien. Et ouais, ça laisse un petit peu se poser quelques questions. Est-ce qu'on va avoir donc ce personnage-là qui apparaîtra, et est-ce qu'on va essayer de faire le lien avec le moment où il se décidera à raconter cette histoire lui-même en tant que vraie personne qu'on essaye d'incorporer là-dedans. C'est plutôt cool ça, d'autant plus que ça amène une petite réflexion sur son commentaire du début, parce qu'il dit bon, ce n'est pas une histoire joyeuse, ça va être super triste, attendez-vous à ce que vous pleuriez, criez, tout ça, une fois de plus dans l'emphase de la chose, et il dit ça commence mal et ça finit mal. Tout de suite, c'est genre une des toutes premières choses qu'il dit, cette histoire finit mal. Et j'ose espérer que vous vous foutez pas de ma gueule en disant ça. Que cette histoire va véritablement finir mal à un certain degré. Et que c'est pas juste une façon de parler, histoire d'appuyer l'emphase à un niveau trop excessif. Voilà, à un moment donné, ça va être un peu le drame à la fin, tout va pas se régler comme on le voudrait, ce genre de choses. Ça, j'espère que vous y tiendrez, et que ce sera pas une connerie du genre Rango où il chantait durant tout le long du film, il va pas tarder à mourir notre héros central, alors qu'en fait à la fin non, il meurt pas. Hein. Ce qui est du foutage de gueule, hein. C'est pas drôle ou quoi que ce soit, c'est juste un gros mensonge qu'on étale pour rien, histoire de donner du faux suspense. Donc j'espère que vous foutez pas de ma gueule et qu'il va y avoir un élément de fin tragique, de mauvaise fin là-dedans. Mais bon, c'est histoire de dire. Nous entamons donc cette histoire avec le narrateur qui présente nos personnages. Baudelaire AU, et pas EAU comme je l'ai écrit au début.
J'ai confondu avec l'écrivain. Non, c'est CAU simplement. Et voilà, on découvre nos trois enfants qui donc se rendent sur une plage grise pour profiter du temps ensemble seulement à eux trois, alors que leurs parents les ont laissés y aller seuls de façon un peu exceptionnelle. C'est jamais vraiment arrivé avant ça. Enfin, ils appuient que c'est pas à leur genre de faire ça. Et voilà, ils préfèrent aller s'amuser sur une plage grise et morne plutôt que au grand festival, la foire, où tout le monde s'amuse, tout ça, histoire d'appuyer qu'ils sont un petit peu à part des autres, en plus qu'ils vivent dans un grand manoir, tout ça. Ce sont des gosses de riches. Hein. Et une présentation qui marche très bien. On appuie une fois de plus qu'on n'a pas affaire à des idiots ou des stéréotypes faciles. Ce sont des personnages érudits qui ont une façon soutenue de s'exprimer entre eux pour bien appuyer qu'on a affaire à des gamins particuliers. Même la plus petite, Pruny, qui s'appelle Sunny dans la VO, on préfère l'appeler Pruny en VF, j'imagine, parce que bon, c'est pas vraiment un nom très utilisé en France, Sony. Pruny, donc, très assez drôle dans son approche, parce que je suis vraiment pas fan des bébés de base, je trouve juste irritant. Mais ça aussi, c'était pareil dans le film, hein, ça me plaisait beaucoup. Le fait que ce soit une enfant qui comprend ce qui se passe, qui sait s'exprimer, seulement elle s'exprime pas en mots intelligibles, mais en coups de areux. Et donc, elle comprend ce qui se passe, elle peut avoir de bonnes remarques, mais dans son langage que certains connaissent et pas d'autres. C'est-à-dire que voilà, ses frères et sœurs connaissent ce langage, j'imagine que ses parents aussi, et oui, on verra plus tard qu'il y a quelques personnes qui savent parler ce langage. Il y a des membres de la troupe de théâtre de notre grand méchant là, qui comprennent ce que dit Pruny, quoi. Donc, on vit dans un monde où ce langage est parlé. Une fois de plus, ça aide moyen à appuyer le sérieux de votre histoire, mais j'avoue que du point de vue purement comique, ça le fait bien, ça passe bien. Bon, un autre truc que j'aime un petit peu moins autour d'elle, c'est le délire autour de ses dents qui peuvent à peu près tout forger super vite. C'est vraiment du cartoon, et même la façon dont on met ça en scène, on voit clairement que c'est une marionnette que vous manipulez, tellement c'est facile, et ouais, c'est un peu le côté cartoon gag, un peu gros, mais j'imagine que ça faisait partie des délires du livre. Je me souviens plus s'il y avait ça dans le film. S'il y avait ça dans le film, c'était pas extra non plus. Hein. Enfin bon, ce petit délire gag à part, il passe bien en tant que personnage enfant, et oui, nos deux autres personnages passent très bien aussi. Ce ne sont pas des enfants typiques qui cherchent à foutre le bordel ou qui ont leur désir puéril facile, quoi. Ce sont des enfants à part qui sont très intelligents et qui ont une façon de s'exprimer plus érudite que la moyenne, largement. Et j'apprécie ça. Ça change tellement de nombreux enfants qui tiennent absolument à se mettre en avant et à se faire remarquer de façon tellement basique et stéréotypée comme on le voit des tonnes de fois. Ça fait plaisir de voir ce changement de ton. Cela dit, voilà, alors qu'il s'amuse à jouer à faire des rebonds de cailloux sur la mare, il y a le banquier qui se charge des affaires de leurs parents qui vient les voir pour leur dire qu'ils sont morts. Il y a eu un incendie qui a détruit tout le manoir et qui les a tués. Ils n'ont pas vu le corps apparemment, mais on s'est dit que ça les a tués, ce qui est un petit peu bizarre, mais j'espère qu'on donnera plus de logique à ça. J'en parlerai à la fin de cet épisode, puisque c'est pas un suspense qu'on garde si longtemps que ça. Le fait est quoi, il y a, une fois de plus, le ton comique derrière ça, le ton humour noir de la chose, parce que il leur dit je suis désolé, en ayant beaucoup de mal à se montrer naturellement compatissant. On sent qu'il comprend que c'est quelque chose de grave pour eux, mais il a du mal à vraiment l'appuyer. Ce qui fait que lorsqu'il dit je suis désolé pour ce qui vous arrive, il affiche pas une émotion énorme, et il est un peu maladroit dans sa façon d'exprimer ses condoléances. Ce qui passe encore bien pour l'instant, mais ça passera beaucoup moins lorsqu'on s'intéressera à sa famille, et là on tombe dans les stéréotypes un peu gros, et les petits trucs qui me gênent un petit peu trop dans l'excès de cet humour-là, puisque oui, bon, déjà ces gamins sont des pourritures, pas plus recherchées que ça, mais bon, s'ils apparaissent quoi, 2 minutes, c'est pas la fin du monde, mais sa femme, quoi, c'est genre...
J'ai une super nouvelle pour vous les enfants. Alors, j'ai réussi à mettre sur la première page de mon journal ce qui vous est arrivé. Tout le monde est au courant maintenant que vous êtes orphelin, que vous êtes triste et que vos parents sont morts, que votre maison a brûlé, tout ça. Alors, merci qui, hein? Et elle exprime ça sans la moindre putain de jugeote sur la compréhension du malheur d'autrui. Mais vraiment, à ce point, et là on tombe dans ce genre de catégorie où l'humour absurde force vos personnages à être cons juste pour le besoin d'appuyer l'humour. Et ça, je trouve que ça devient grossier. Ce genre de choses qui fait que, oui, j'arriverai jamais à prendre votre intrigue ultra au sérieux si vous voulez appuyer ce genre d'humour-là. C'est une connasse qui n'a même pas conscience, c'est une abrutie qui ne devrait pas exister, quoi. Il n'existe personne dans la réalité qui puisse être stupide à ce point. Ou alors, si vous connaissez ces gens-là, c'est une très faible minorité, quoi. Sérieusement. Donc, ce genre de comportement, je trouve pas ça drôle, je trouve que c'est un peu de mauvais goût même, et ça aide pas à cimenter le peu de sérieux qu'on peut voir dans votre intrigue. Ce qui est un peu dommage, une fois de plus, parce que il me semble me souvenir qu'il y avait pas, que ça allait pas jusque-là. Le délire sur son mari qui, lui, a du mal à appréhender la compassion derrière ce qui se passe, je saisis parfaitement, c'est pas trop gênant, mais ce décalage est beaucoup trop gênant pour prendre l'intrigue au sérieux. Vraiment. Donc ouais, il y a ça, c'est une phase de transition parce que bien entendu ils l'accueillent momentanément pour les mener à leur prochain tuteur, hein, leur tuteur qui s'occupera d'eux après la mort de leurs parents et qui s'avère être le grand méchant, le comte Olaf, qui n'est pas subtil du tout sur ses intentions à un point où vraiment faut être un petit peu demeuré pour pas se rendre compte de la chose. Même son introduction c'est cartoon, il y a cette banlieue un peu chic avec toutes ces maisons plutôt bien agencées, etc. Et puis paf, on découvre cette espèce de manoir délabré avec des corbeaux qui passent, tout ça. Et lui qui est au sommet, qui regarde d'un œil inquisiteur. Tu vois tout de suite qu'une fois de plus, c'est pas à prendre totalement au sérieux ça. En tout cas, voilà, il les accueille de façon assez froide, assez vite dans le ton du gars, on se rend compte qu'il va pas être sympa avec eux. En fait, très vite, il leur alloue des corvées impossibles et affreuses à faire, dont ils s'occuperont assez vite le lendemain. Au passage, mais bon, ils sont super doués, c'est les orphelins Baudelaire, merde. Et il passe bien. Il passe bien. J'ai un souvenir plutôt bon de Jim Carrey dans le film, mais on a Neil Patrick Harris, qui est assez reconnu pour son humour lui aussi, qui fait un boulot très bon pour faire passer le côté déjà socialement à part daté du personnage. Il a du mal à approcher les gens de façon vraiment naturelle, un tant soit peu amicale, et le côté vraiment bougon qui essaye pas une seule seconde d'être gentil avec cela. Et il se croit tout permis parce qu'il les accueille chez lui, et donc il lui donne les coins les plus délabrés, c'est vous qui vous occuperez de toutes mes corvées, tout ça. Il fait très bien passer le côté assez narcissique du personnage aussi, avec le fait que c'est un acteur, et donc il se croit supérieur aux autres, c'est quelqu'un qui voit son art personnel comme étant le plus haut art qui puisse être. C'est très bien rendu par l'acteur, et le maquillage qui lui donne vraiment cette tête bien fichue. Voilà, hein. C'était pareil pour Jim Carrey aussi, hein, c'est très bien fait dans le film. Donc voilà, il a une tête très reconnaissable, et c'est le vieux bougon qui essaye d'exploiter ses petits-enfants en se disant « ils me font chier, je les ai parce que je veux leur fortune ». Et pour l'instant, c'est la seule chose qui renvoie, quoi. Je veux leur fortune, je suis un connard fini qui essaye de les exploiter parce que ça m'emmerde de les avoir chez moi. Ça passe très bien dans la mise en scène simple qu'on veut mettre en place, quoi. Une fois de plus, cette configuration n'attend pas vraiment à ce qu'on la prenne totalement au sérieux. Néanmoins, les acteurs font passer ça de façon à ce que on soit quand même un tout petit peu pris dans l'émotion de la chose. Le gars, Neil Patrick Harris, a de très bons dialogues. Hein. Un des trucs qui me plaît beaucoup, c'est la façon dont on a amené le fameux dialogue. Une fois de plus, je pense que c'est tiré en grande partie du bouquin, et donc ils ont repris très fidèlement le bouquin sur pas mal de points, je pense. Lorsqu'il
fini de présenter le coin aux enfants et lorsque Violette, donc l'aînée, dit oui, les premières impressions peuvent être trompeuses. Et c'est là qu'il dit oui, c'est vrai. Par exemple, votre première impression est que je suis quelqu'un d'affreux. Eh bien, je peux vous assurer que vous n'avez pas idée d'à quel point. Ça, c'est excellent. Très bon dialogue, très bon dialogue. Il y a beaucoup de passages comme ça qui rendent le personnage pas subtil pour un sou, mais qui le rendent impactant et plutôt drôle et efficace dans ce qu'il veut faire passer. Pas beaucoup de choses à redire sur ce personnage en soi. Dans l'approche voulue, il est parfaitement réussi et très bien joué. Bref, il s'occupe d'eux pour faire les corvées, préparer la nourriture, tout ça pour toute sa troupe de théâtre, qui sont vraiment des... ces mignons qui sont derrière lui, ces sbires qui le suivent, ah, on vous écoute, on est derrière vous, même si ils ont une nature un petit peu moins méchante que lui, dès lors qu'il dit il faut être méchant, d'accord, on te suit pour être méchant. Tandis que à côté de ça, parallèlement, il y aura la voisine, la juge Abbott, ce me semble, si je ne m'abuse, qui sera beaucoup plus gentille envers les enfants qu'elle aura rencontrés rapidement avant qu'ils tombent dans leur manoir et qui essaiera un petit peu de sympathiser parce que, et là, certains pourraient peut-être voir ça mal, moi ça me dérange pas, c'est quelqu'un qui a voué sa vie à se faire une carrière de juge, donc très érudite une fois de plus, mais elle ne se sent pas accomplie parce qu'elle n'a jamais eu vraiment de famille qu'elle a pu fonder. Et ouais, pour certains, ça peut être un petit peu moyen comme message à faire passer. Mais une fois de plus, ça fait partie de ces cas où on sent que c'est vraiment un personnage à part, il ne faut pas le prendre comme un exemple pour toutes les femmes. Hein, il y a des femmes qui s'épanouissent en ayant une famille, quoi. C'est pas le problème. Faut vraiment pas voir ça comme un exemple global à suivre pour tout le monde. Donc c'est pour ça que ça ne me gêne pas une seule seconde, quoi. Je précise rapidement, hein, mais je peux comprendre vaguement la base de certains qui pourraient vaguement le prendre mal. En tout cas, étant donné qu'elle s'intéresse un petit peu aux enfants, on voit qu'il y a un début d'attache qui s'est créé. Pour l'instant, ça c'est pas allé très loin, mais il y a quand même un début d'attache qui s'est créé. Et lorsque ils vont la voir et qu'ils lui demande un peu d'aide parce qu'ils doivent préparer de quoi manger pour la troupe du comte Olaf. Et ben, il y a une attache, vraiment un déclic qui se crée entre eux. Il y a même un début de recherche sur un petit mystère qui s'est mis en place parce que dans l'incendie de la maison, hein, je ne vais pas parler, je fais très vite, il y a un objet un peu bizarre, particulier, qu'on n'arrive pas vraiment à cerner, que nos enfants ont trouvé. Ils mettent un petit peu la main dessus, ils se disent qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? La juge, ça lui dit vaguement quelque chose, elle s'apprêtait à sortir un bouquin, mais on a arrêté ça en cours de route pour le suspense, pas tout de suite. Pas tout de suite, on va attendre un petit peu. Mais voilà, histoire de dire quoi, il y a un petit mystère qui se met en place autour de cet objet. Qu'est-ce que ça représente? Vous le devinerez les épisodes suivants. Grâce à ça, ils ont une recette de pâtes, je sais plus trop quoi, à préparer à Olaf et toute sa troupe. Ils reviennent chez lui. Je fais un petit numéro musical pour se la péter devant eux. Je sais pas pourquoi il voulait se faire chier à faire ça, mais bon, j'imagine que c'est un petit peu son ego, étant donné que c'est un numéro musical qui chante ses louanges. Et il prépare les pâtes en se disant ok, étant donné qu'on a passé un peu de bon temps avec la juge, il y a moyen peut-être de tirer un meilleur parti de ça et que ça pourra s'arranger, c'est mieux que rien ce qu'on a, seulement voilà, en préparant ces pâtes, ils se font une fois de plus gronder par Olaf parce que non, je voulais pas ça, je voulais un rôti de bœuf. Pourquoi vous m'avez donné ces pâtes? Et il dit, vous n'avez pas précisé quoi que ce soit. Avec lui, bien entendu, on perd quoi qu'il arrive. Hein. Il cherche évidemment à se plaindre, à être le connard de service. Ce qui m'a toujours paru un peu caricatural dans l'absolu, parce que c'est quelqu'un qui cherche la fortune de la famille Baudelaire, puisque c'est un cousin au 3e degré, au 4e degré, ils sont même pas sûrs. Même dans l'épisode, ils savent pas. Il est au 4e ou au 3e degré, un truc comme ça. Et c'était votre parent le plus proche, géographiquement. C'était votre parent le plus proche. Mais on est con, hein, on comprend pas que le plus proche, ça peut vouloir dire aussi d'un point de vue du sang.
C'est un détail, ça se fait partie des conneries, une fois de plus, qui font que c'est pas à prendre totalement au sérieux et vous attendez pas à ce que je juge l'intrigue comme étant super forte si on fait ce genre de détail là con quoi. Bref, ce genre de comportement où il fait exprès de les faire chier, de les contredire et de leur chier dessus, ça m'a toujours paru un petit peu superflu pour un petit peu trop exagérer le personnage. Je crois que même dans le film il y avait ça quoi et disons que ça en fait un méchant caricatural total qui n'aura pas beaucoup de subtilité. Hein, il peut être marrant dans sa caricature et dans son excès, mais il n'aura pas des masses de subtilité. Ce qui est un peu dommage, je trouve que dans le cas présent, il aurait pu dire ok, c'est bien en faisant l'amour, en se disant ah, il fait chier que ces deux-là aient réussi tout ce que je leur dis, alors que ça m'emmerde, j'ai un petit peu envie de les faire chier, mais le fait de partir se plaindre comme ça, de faire en sorte qu'il sera jamais content, tout ça, pour faire réaliser à nos enfants que ça ne va pas s'arranger, que cette situation est affreuse et que ça va être difficile à accepter. C'est un peu gros, mais une fois de plus, dans le ton un peu exagéré de l'humour, un peu absurde qu'on met en place, ça le fait, ça le fait. Non, ça appuie bien l'excès qu'on embrasse totalement là-dedans, quoi. Et ça se termine sur donc nos enfants qui sont un petit peu mal barrés, qui sont un petit peu peinés de leur situation, alors que la juge Abbott envisage peut-être de les adopter. Elle lit un livre sur l'adoption à la fin. Elle en est déjà à ce stade, ok. C'est pas comme si on a eu beaucoup de moments où il s'était confié à elle et avait dit oh, on voudrait plus trop être avec ce gars, mais bon. Et ou cliffhanger de fin, c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début, et ben on découvre que les parents des enfants Baudelaire ne sont pas morts. Ce qui fait que ce titre est une grosse blague, c'est un gros mensonge. Ce ne sont pas les orphelins Baudelaire. J'ai pas souvenir une seule microseconde qu'il y ait eu ça dans le film. Sachant que le film, qu'on soit bien d'accord, ça ne reprenait pas toute l'intrigue des bouquins. C'était vraiment en plusieurs chapitres, plusieurs livres consécutifs, c'était assez long. Ça reprenait une partie et donc ça a dû s'arrêter à un certain moment. Mais là, apparemment, oui, ils sont encore en vie, les parents. Donc comment on a cru qu'ils étaient morts dans l'incendie? On a pris deux corps au pif, on a changé les empreintes dentaires et on a cru que c'était les parents Baudelaire. Est-ce qu'on a une explication à ça? Pour l'instant, c'est pas une vraie plainte grave, mais c'est juste, ouais quoi, ils sont encore en vie quoi. Donc pour qu'on croie qu'ils sont morts, il faudrait de cadavres. Faut pas juste partir sur le principe, ah, la maison a brûlé, ils étaient forcément dedans et puis je sais pas, est-ce qu'on va donner des explications plus approfondies à ça? Ou à nouveau, est-ce qu'on est censé accepter ça parce que, ah, humour absurde, facilité scénaristique acceptable? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ils sont enfermés dans un wagon qui va quelque part, on ne sait pas où, et bah, c'est le suspense, le petit mystère. Qu'est-il arrivé aux parents exactement? Qui s'occupe d'eux? Je pense que c'est Olaf, mais sait-on jamais? Peut-être qu'il y a un autre méchant caché, hein. Une fois de plus, hein, l'intégralité des bouquins ne couvre pas tout le film. Dans tout le film, le seul vrai grand méchant c'était Olaf. Peut-être qu'il y a d'autres grands méchants. Et ouais, c'est là que ça se termine et ça passe bien, ça passe bien. L'intrigue, je vais pas dire une seule seconde que je suis pas pris dedans du tout, mais à nouveau, je ne serai pas non plus totalement imprégné dans l'émotion et la force des développements si vous continuez sur ce ton-là, je le dis clairement. Ce ton humoristique un petit peu absurde, un petit peu à part, qui marche bien d'un point de vue purement humoristique. Hein. Je préfère largement une fois de plus ça que l'humour totalement abusé et emmerdant qu'on a eu dans pas mal de séries que j'ai traitées. Donc, c'est un point positif globalement, mais ce point positif empêche un petit peu l'intrigue qu'on veut raconter de décoller très haut en termes d'émotion, en termes de sentiments que ça veut faire ressentir. Hein, et pour l'instant, oui, j'ai un peu de peine pour eux, mais sans plus. Alors que si ça avait été traité totalement au sérieux, j'aurais pu être vraiment peiné à fond et attristé pour ces deux enfants-là. Mais bon, hein, il faut que je me plaigne pas trop du ton global du truc. Et le ton global, c'est vraiment ce qui est voulu par l'auteur.
c'est clair et net que c'est plutôt de l'absurde qui doit plus faire sourire qu'autre chose. Et si ça m'a bien fait sourire, même un petit peu rire par moment. Et si ça continue comme ça, je n'aurai pas une intrigue particulièrement prenante, mais j'aurai une comédie qui fera son effet, qui sera efficace. Et ce sera déjà une bonne chose. Pas ce que je voulais faire lorsque j'ai proposé cette liste, mais ce sera déjà bien, quoi. Donc, ouais, c'est histoire de terminer avec ça rapidement. Je suis désolé si vous le prenez mal ou quoi que ce soit, que je sois un petit peu déçu de traiter votre série fétiche ou quoi que ce soit, mais voilà, je vais bien appuyer dans ma vidéo d'annonce que je voulais vraiment faire quelque chose de sombre qui partait vraiment loin de la comédie. Et le fait que tout le monde se dit ouais, on veut qu'il fasse le gros truc comique parce qu'on en a rien à foutre des quatre autres séries super sérieuses à côté, je vous jure, c'est un peu irritant. C'est un peu irritant parce que je vous le dis clairement, hein, j'ai passé un certain temps à voir en détail, à réagir sur la comédie de ce premier épisode. Je sens que je vais pas avoir des masses de choses à rajouter dans les épisodes suivants. Les épisodes suivants, je pourrais peut-être pointer quelques moments un peu drôles, mais globalement, ça va être ça. La comédie est-elle bien faite? Oui, tel ou tel moment, il vit très vite. Ça va être assez rapide à résumer, hein. Donc dans un sens, ça va pas me demander énormément de boulot, mais faut pas vous attendre à ce que je fasse quelque chose d'ultra poussé si c'est vraiment ce ton-là. C'est drôle, c'est bien fait, c'est bien. Voilà, donc on est à la première moitié du premier bouquin. Il y a une fin suffisamment conclusive et je pense que ça va être le cas pour tous les épisodes. Donc oui, je vais pas faire deux épisodes par deux épisodes, hein, je vais vraiment les faire un par un en réac. Pour l'instant, je prends un certain plaisir à suivre ça. Il y a un travail sur le texte que je trouve très bon. Et oui, si ça reste sur le même ton, si ça reste fidèle au bouquin, d'après ce que j'ai compris, sur ce même ton-là par la suite, ça peut bien faire, ça peut bien faire. Je m'attends pas à être subjugué, mais je m'attends à être plaisamment diverti. À bientôt pour l'épisode 2. Bye.